Oui. Bonsoir à tout le monde. Masa al-Khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. إنه اليوم إذا درسنا رقم 121. C'est aujourd'hui notre leçon numéro 121. On va continuer et terminer ce qui est donc la relaxation et pratique de la relaxation, surtout avec le livre de Kernez, La relaxation à la lumière du yoga. Et puis, on passera à déjà méditation et comme méthode de prévention pour l'Alzheimer. إذا اليوم سنتابع وننهي الاسترخاء ولا سيما أهمية ودور اليوغا في الاسترخاء، ثم نبدأ بموضوع آخر متعلق بهذا الموضوع، وهو التأمل وأهميته كطريقة في الوقاية من الألزهايمر. Donc, d'abord, une idée importante chez Kernez de prévention et de relaxation, c'est d'utiliser le pranayama et le prana. Et il dit que le prana est un intermédiaire entre l'esprit ou la pensée et la matière. Donc, c'est une existence qui est en quelque sorte intermédiaire entre la matière, disons, assez vue et ce qui est de plus subtil. Son plan est celui de l'inconscient et du subconscient. Donc, l'importance du prana, c'est cette, disons, influence, cet impact qu'elle a au niveau de l'inconscient et au niveau du subconscient. Donc, en quelque sorte, elle peut libérer beaucoup de stress, beaucoup d'impulsions et à un niveau très subtil que finalement ne peut pas toucher les méthodes, disons, soit psychologiques, soit psychosomatiques. البرانا يقول وهي يستخدم بالأحرى البرانا كطريقة للاسترخاء، ويقول أن البرانا هي وجودها بين المادة الكثيفة وبين الفكر أو الذهن. وأهمية البرانا أن عملها هو أساسي على مستوى اللاشعور أو على مستوى اللاوعي أو حالة ما بين الوعي واللاوعي, l'inconscient. Et là, il insiste au niveau de la relaxation sur plutôt l'expiration. Donc, pour se relaxer, c'est très simple comme formule, il faut savoir expirer. Il faut savoir utiliser l'expiration déjà pour dégager le stress, pour dégager les tensions au niveau de l'esprit et au niveau du corps. Donc, apprendre à ce que l'expiration véhicule toutes les tensions psychologiques et même les tensions corporelles. Et ça, même l'imagination, il dit, peut jouer un rôle. En imaginant que les tensions sortent avec l'expiration, ça, ça se fait même effectivement rien qu'en imaginant ça. Et il dit essentiellement, toute respiration, c'est très simple. La respiration dans le yoga commence par et toute respiration commence par l'expiration. Toute respiration voulue doit donc commencer par une exhalation
aussi complète que possible. Commencer des exercices respiratoires par l'inhalation, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Donc c'est très simple. La formule de base et la règle de base dans une respiration de pranayama, dans une respiration yogique, c'est de travailler sur l'expiration. Plus l'expiration est profonde, plus l'expiration traîne et entraîne et prend avec elle les tensions, mieux c'est, et c'est mieux, et plus c'est une respiration yogique. إذن كل تنفس التنفس اليوغي قاعدته هو الزفير وليس الشهيق. والدور الأساسي للزفير من ناحية الاسترخاء أننا نستطيع مع الزفير أن نطلق كل التشنجات، أكانت تشنجات فكرية نفسية أم تشنجات وتوترات جسدية. يعني حتى لو تخيلنا أننا نطلق هذه التشنجات وهذه التوترات مع الزفير، فهي بالفعل تنطلق معه، أي نتحرر منها، نتخلص منها بمجرد أن نستخدم الزفير كآلة لطرد هذه التشنجات وهذه التوترات. ويقول دائما أن كل تنفس يوغي هو عمل على الزفير، أي بمجرد أن يكون الزفير عميقا سيكون الشهيق عميقا تلقائيا، أي نعمل على إفراغ هذا العمل الإرادي، نعمل على إفراغ الرئتين، وبمجرد أن نفرغ الرئتين، ولأن الطبيعة لا تحب الفراغ، فستمتلئان تلقائيا بالهواء. أما العكس كما هي الحال في الرياضة، عندما نركز على الشهيق يقول وكأننا نضع العربة قبل الحصان، وبالتالي فإن هذه التقنية ليست بفعالة. ما هو فعال وفعلي أن نبدأ بالزفير وأن نركز المجهود على الزفير، أن يكون الزفير عميقا، فعندها تلقائيا سيكون الشهيق عميق، وأيضا تلقائيا سنفرغ مع الزفير التشنجات والتوترات النفسية والجسدية. Là, on arrive à un sujet que je vais discuter avec Dr. Jacques Vigne. Il parle et il insiste même sur l'influence des personnalités secondes, ou ce que Dr. Jacques Vigne appelle les personnalités multiples. Il dit l'influence des personnalités secondes sur notre personnalité est principale et constante. Rarement pour le bien, le plus souvent pour le mal. Nous sommes semblables au royaume, il dit, et il prend déjà, disons, l'image que donne l'Évangile. Nous sommes semblables au royaume divisé contre lui-même dont parle l'Évangile. إذن يتحدث في فصل خاص عن تأثير الشخصيات الثانوية في كل إنسان. يعني نحن يقول مكونون من شخصية أساسية، ولكن أيضا من مجموعة شخصيات ثانوية، وهذه تأثير هذه الشخصيات الثانوية ثابت. نادرا ما يكون هذا التأثير لخيرنا، وغالبا ما يكون سيئا علينا. ونحن يقول
شبيهون بما يعني بالصورة التي يرسمها الإنجيل، أي هذه المملكة التي هي منقسمة على نفسها، وكل مملكة منقسمة على نفسها تخرب. Docteur Jacqueline, d'abord une petite question avant de détailler ce que dit Kernez. C'est quoi les personnalités multiples ou bien les personnalités secondes? Et quel genre d'existence elles ont? C'est nous qui les créons? Alors oui, donc il y a des écoles de psychologie qui insistent beaucoup là-dessus. Et selon les moments, on ressort une personnalité. Donc, il y a des types qui sont connus, hein. Il y a le séducteur, le dictateur, l'enfant victime. Voilà, il y a pas des types de personnalités infinies. Il y en a quelques-uns grands qui sont connus. Et ce qu'il y a d'étonnant, et en particulier chez certaines personnes, mais au fait, pour certaines écoles de psychologie, c'est un peu chez tout le monde, il y a des alternances de personnalités. Hein, par exemple, en Inde, quand ils se mettent à se disputer pour les questions d'argent, on le sent tout de suite, même sans comprendre les mots, rien qu'au ton de la voix, on sait qu'ils sont en train de se présenter comme victimes d'une arnaque au niveau financier. Et on l'entend tout de suite, quoi. Voilà. Donc, c'est comme si tout d'un coup, il y avait une autre personnalité qui arrivait. Et pareil pour la colère, hein, il y a des gens qui paraissent normaux, puis tout d'un coup, il y a une éruption comme un volcan, et ils sont une autre personnalité. Hein, comme on dit, ils sont hors d'eux-mêmes. Et Mais Jacques, tu dis il y a plusieurs écoles psychologiques qui parlent de personnalité. Comme quoi ces écoles? ben, si tu veux, il y a euh, donc il y a, j'ai vu ça dans plusieurs écoles, mais il y en a pour lesquelles c'est presque leur essentiel, tu vois. Alors, les noms eux-mêmes, j'ai oublié parce que ça fait 30 ans que j'ai pas étudié ça. Mais si tu veux, ce qu'ils disent est assez logique et ça permet de donner une grille de lecture. Voilà. Et des fois, dans les classifications psychologiques, on donne une personnalité et on donne l'impression que la personne a juste une personnalité, que ça va jamais changer, etc. Mais au fait, c'est plus souple que ça, quoi. Selon les circonstances, peut y avoir différentes personnalités qui ressortent. Alors, il y en a une qui est dominante, mais il y en a d'autres qui ressortent. Et la question aussi de donc, la personnalité du manipulateur ou du voilà narcissique ou narcissique pervers, c'est discuté, c'est un diagnostic assez populaire en psychologie. Mais c'est vrai, quand des gens sont pris, par exemple, dans des relations amoureuses intenses, il y a nécessairement de la manipulation parce que c'est une relation qui est très proche et donc c'est inévitable qu'il y ait la manipulation. Alors où s'arrête la manipulation normale et où commence le narcissisme pervers, c'est pas très évident. Voilà, et statistiquement, on voit, c'est souvent les femmes qui accusent leur homme quand ils ont rompu d'être narcissique pervers. Hein, c'est très courant comme diagnostic. Et j'en ai parlé avec une amie qui, elle, est pédopsychiatre et qui est professionnelle donc, de ces choses-là. Et elle trouve que c'est trop lâche comme diagnostic. Voilà, hein, c'est vrai qu'il y a des Oui, gens qui sont Jacques, avant manipulateurs, qui sont d'oublier, pervers. je vois que tu n'enregistres pas si tu veux enregistrer. Donc. Ah oui, excuse-moi, il faut que j'enregistre, j'ai Et oublié. entre-temps, je vais donc traduire brièvement ce que tu as dit. يقول نحن موضوعنا هي الشخصيات الثانوية لكل إنسان، شخصيته الأساسية وشخصيات عديدة ثانوية تتحدث عنها مدارس عديدة في علم النفس. ويضرب مثلا الدكتور جاكرين عندما في الهند مثلا عندما يتحدث المرء يريد أن يتكلم عن خساراته المادية، والهنود يحبون دائما التحدث عن مواضيع كهذه للربح، يعني لاستدرار عطف الآخرين. يقول أنك المستمع يلحظ بسرعة أن شخصية هذا المتكلم قد تغيرت وكأنه أخرج شخصية أخرى ثانوية. Docteur Jacqueline,
Et tu as parlé des écoles psychologiques, mais est-ce qu'en psychologie spirituelle, qui est notre sujet de base, est-ce qu'on parle des personnalités secondaires ou des personnalités multiples? Bon, alors pour la psychologie spirituelle, donc on cherche à déboulonner l'ego et montrer que l'ego n'est pas une entité fixe. Et effectivement, les personnalités multiples, ça peut être une façon de déboulonner la solidité de l'ego. Hein, selon les circonstances, la personne peut être un enfant pleurnichard ou un père dictateur ou une mère aimante, voilà. Et Et donc, ça peut changer d'un instant sur l'autre. tu veux dire par là que les personnalités secondaires, à l'origine de ces personnalités, c'est l'ego qui les motive, Oui, c'est qui fait bouger. l'ego dans sa non-substantialité. Hein. Pour la psychologie habituelle, l'ego est quelque chose de très solide, mais au fait, et les neurosciences récentes vont dans ce sens-là, l'ego est une succession de conditionnements et le lien entre ces conditionnements n'est pas forcément évident. Hein. Ça ressort presque au hasard. Et donc, ça, c'est très différent de la psychologie habituelle. Mm. Et donc, et voilà. Alors, évidemment, il y a des personnalités multiples ou divisées qui sont caricaturales. Donc, c'est la schizophrénie, ça veut dire esprit divisé. Et donc, eh bien, il y a pas, en général, il y a une partie qui est persécutrice et l'autre qui est persécutée. Donc, on a à la fois le sadique et le masochiste en nous, mais c'est aussi chez les gens habituels. Hein, quand on se fait des reproches violents, on est sadique, mais en même temps, il y a l'autre partie qui prend les reproches, qui est masochiste. Voilà, et on doit aimer ça parce que on continue pendant longtemps. Hein, Et j'ai justement, Jacques, le un de cette, masochisme, c'est pas oui. une personnalité seconde. Alors, moi, je pense que oui, parce qu'effectivement, on parle de gens qui sont masochistes, mais c'est pas toute leur personnalité. Ils ont d'autres aspects aussi. Et ils ont un aspect qui est masochiste. Et là encore, chez les gens habituels, ils peuvent être pris, indépendamment même de la sexualité, mais jusqu'à un certain point, aimer la souffrance. Hein, c'est parce que la souffrance, ça donne une sécurité voilà, et on se dit, si je suis capable de supporter la souffrance, c'est que je suis fort. Donc, il peut y avoir aussi des choses qu'on voit comme positives dans la souffrance. Et puis aussi, c'est pour gagner l'amour des parents. Hein. S'il y a des pères qui sont autoritaires, quand l'enfant est capable de souffrir, il se dit comme ça, papa va être content avec moi. Et du coup, ça peut faire un cercle vicieux, quoi. Plus le père est autoritaire, plus l'enfant se met à aimer la souffrance parce que c'est une manière de survivre avec un père qui le persécute. إذا نقول أول بداية أن يعطي مثل عن المازوشية أي هذه الرغبة في تعذيب الذات هي أيضا نوع من الشخصية الثانوية، ولكن في علم النفس الروحي الأساس لكل الشخصيات الثانوية هو الإيجو، الأنا الذي يخترع شخصيات أخرى يختفي ويتلثم وراءها دون أن نشعر بهذه اللعبة التي يلعبها. Jacqueline, Oui, ce que tu as dit comme déjà l'ego qui est à l'origine des personnalités secondes. Donc, c'est un ego qui se déguise en fait sous cet aspect, il se déguise sous cet aspect des personnalités secondes. ben c'est ça. Et donc, au fait, il n'y a pas un ego, il y a des égos qui luttent pour avoir le pouvoir. On peut tout à fait concevoir ça comme ça. Il y a des écoles qui insistent là-dessus. Ouais, voilà, donc c'est pas une question d'ego faible ou d'ego fort,
c'est une question qui a plusieurs égos qui sont en conflit. Et est-ce que tu peux t'expliquer comment il y a des égos, pas un seul égo? Ben, parce que, voilà, ils apparaissent. Par exemple, quand quelqu'un est très autoritaire et que juste après, ils deviennent comme un enfant pleurnichard, on peut considérer que ce n'est pas le même ego. Ouais, Hmm. voilà, c'est comme des acteurs qui vont devant de la scène les uns après les autres. Ben, Et donc, une certaine schizophrénie, c'est-à-dire au niveau de cette personne? alors justement, il n'y a pas besoin de parler de schizophrénie. C'est vrai que ça peut venir dans la schizophrénie, ça peut venir aussi dans la mythomanie, mais chez l'homme normal, il y a aussi cette tendance-là. Hmm. Hein, donc, c'est spectaculaire dans la colère, mais dans la séduction, on a un autre ego. Dans la plainte, on a un autre ego. Dans la dépression, on a un autre ego, enfin, qui est proche de celui de la plainte, bien sûr. Voilà, selon ces états intérieurs, on a un ego différent qui se manifeste. Alors, est-ce que c'est différents égos ou des facettes du même ego? On peut dire que ces différents égos, pour les neurosciences, c'est pas choquant parce qu'ils ont beaucoup déboulonné la notion d'un ego unique, rigide, existant pour toujours. Et même quelque chose de très intéressant, et ça, j'ai vu ça récemment, quand on étudie la personnalité de quelqu'un tout au long de la vie, en fait, ça peut changer. Hein, ça peut changer. On peut passer d'étudiants timides à père de famille autoritaire, à grand-mère à grand-mère ou grand-père bienveillant. Voilà, selon les périodes de la vie, la personnalité peut beaucoup changer, beaucoup plus qu'on ne pensait au début. إذا يقول أنه خلال حياة المرء شخصيته تختلف من حقبة إلى أخرى من عمر إلى آخر. Mais Jacques, même dans, disons, la pensée normale populaire, ils te disent que voilà, il te sort une deuxième personnalité, cette personne. Donc, même les gens naïfs qui n'ont pas une éducation psychologique, ils sentent que X a plusieurs personnalités. Jusqu'à quel point Oui, c'est vrai ça? oui, 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 oui. Et donc, bon, alors on peut dire c'est de l'hypocrisie. C'est vrai, ça a à voir avec l'hypocrisie, mais c'est plus général que juste l'hypocrisie ou la mythomanie ou la schizophrénie. Chez des gens habituels, selon leur état émotionnel, ils ont des comportements très différents Oui, et des donc états d'âme, disons, contradictoires. des états d'âme contradictoires et donc interpréter ça comme des sous-personnalités. On parle souvent de sous-personnalités ou de personnalités secondaires. C'est tout à fait logique, tu vois. C'est une grille d'interprétation qui est tout à fait logique. Alors après, on peut l'exprimer avec un vocabulaire un peu différent. Mais, et c'est bien d'observer ça parce que c'est en reconnaissant ces différentes sous-personnalités qu'on peut remettre de l'unité en nous. Mhm. Euh, D'ailleurs, lui, il dit qu'en réalité, nous sommes faits de deux frères jumeaux réunis, l'homme droit et l'homme gauche. L'homme gauche est sacrifié à l'homme droit, l'homme gauche qui est l'homme affectif. Euh, Peut-être c'est une, disons, distinction, une classification assez ancienne, mais jusqu'à quel point elle reste, disons, vraie et efficace dans la psychologie spirituelle. Ben, c'est vrai que quand on travaille sur le vécu corporel, il y a assez nettement une différence entre la latéralité gauche qui est reliée au battement du cœur, donc à l'émotionnel, et la latéralité droite qui est plus stable. Et donc, le gros travail à faire, c'est de rassembler et d'équilibrer les deux, et que les deux deviennent en miroir. Hein, donc, c'est aussi intégrer l'ombre. Hein. Là, le stage que je commence dans ce centre de zen chrétien de Assise, près de Magnan-Vexin. Donc, c'est justement comment intégrer l'ombre. Hein. Donc, c'est un sujet qui m'a été suggéré par une amie qui est psychologue jungienne et qui travaille beaucoup dans ce centre. Et voilà, donc l'idée, c'est de mettre ces deux côtés qui sont différents à la base, les équilibrer. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans un état profond où on trouve les solutions. Sinon, on est dans un état de conflit. Et donc, c'est relié à la narine fermée et la narine ouverte.
Donc, il y a eu en Californie, vers les années 1950, un cas très intéressant. Une dame qui avait une double personnalité, mais elle changeait, elle passait d'un pôle à l'autre toutes les 2 heures. Pendant 2 heures, elle était très agressive, provocante, sexy, grossière. Et puis pendant les 2 autres heures, elle s'excusait de tout ce qu'elle avait dit et fait pendant les 2 heures précédentes. Donc, c'était pas confortable et c'était tellement évident comme dissociation de personnalité que elle était mise en psychiatrie. Et les gens essaient de comprendre ce qui se passait pour elle C'est et pas ce une qu'ils ont trouvé schizophrénie? comme ben, c'était les schizophrènes, ils sont pas comme ça. Hein. En général, ils ont une certaine stabilité, ils sont dans leur délire, ils n'en changent pas. Mais là, ça a changé toutes les 2 heures. Et du coup, on a travaillé, les neurologues ont s'y ont regardé, et tout ce qu'ils ont vu comme différence, c'est que quand elle avait la narine droite ouverte, elle était dans sa période agressive, séduisante, etc. Et quand elle avait la narine gauche ouverte, elle était dans l'autre pôle, c'est-à-dire culpabilisant, voulant, s'excusant, etc. Et ça date de 1950, je crois que c'était en Californie, hein, une observation. Et ça permet c'était une illustration, donc c'est Rossi, Ernest Lawrence Rossi, le grand disciple de Milton Erickson, qui s'intéressait beaucoup à narine droite et narine gauche fermée ou ouverte, qui a sorti ce cas. Et effectivement, donc les yogis disaient ça, la narine droite est solaire, la narine gauche lunaire, et ça peut inclure ces sous-personnalités. Alors, il semble que quand on se couche du côté gauche, donc on a plus tendance à ouvrir le côté droit. La nuit, on a plus de cauchemars parce que quand le côté droit est ouvert, c'est l'action, la violence. Et pendant la journée, la violence est maîtrisée par la raison. Mais quand on est dans les rêves, elle n'est pas maîtrisée. Donc, on aura des rêves violents qui seront interprétés comme des cauchemars. Voilà, c'est peut-être. Donc là, il y a des choses à confirmer, mais c'est une hypothèse qui paraît tout à fait plus plausible. Hein. Si on se couche du côté gauche, alors il y en a qui disent le cœur est compressé, mais ça ne fait pas beaucoup de sens du point de vue physiologique. Pourquoi la compression du cœur donnerait des cauchemars? Par contre, la stimulation de l'hémisphère droit par l'ouverture de la narine droite, là, on sait qu'il y a un centre de l'anxiété dans l'hémisphère droit et donc ça favorise les mauvais rêves et les cauchemars. Ben, il y en a qui, déjà qui conseillent dormir du côté gauche pour X raisons. Par exemple, ceux qui ont un problème de reflux, ça empêche le reflux acide. Il y a plusieurs. Alors oui, j'ai pas entendu dire ça, mais il faudrait vérifier. Donc ils doivent avoir une idée, certaines observations. C'est ça, mais il y a le niveau physique et le niveau psychique. Quelque chose peut faire du bien au niveau physique et perturber au niveau psychique. Voilà. Et cette histoire de gauche et de droite, donc c'est un peu complexe et parce qu'il y a la superposition de trois choses. Il y a le côté de ce qu'on appelle la dextralité, c'est-à-dire être droitier, et ça, c'est probablement génétique, et en tous les cas, ça remonte aux premières années de la vie, même dès le début, je pense qu'on peut distinguer gaucher et droitier chez le bébé, il faudrait vérifier. En tous les cas, très tôt, on peut distinguer si un bébé est gaucher ou droitier. Après, il y a le côté du cœur qui est toujours à gauche. Donc, la gauche est visiblement différente de la droite parce qu'il y a le cœur qui bat tout le temps à gauche alors qu'il n'y a rien qui bat à droite. Et puis, la troisième chose, c'est l'alternance toutes les 2 heures d'une narine qui est fermée et l'autre qui est ouverte. Et donc, quand la narine droite est ouverte, on est plutôt dans le domaine actif, mais aussi anxieux, colérique. Et dans le côté gauche est ouvert, on est plutôt dans l'aspect réceptif. Et comme côté négatif, c'est l'anxiété, la culpabilité, le manque de confiance en soi. Je Donc, vais ça donne traduire. déjà une double personnalité de base. Mais après, il y a d'autres choses. La colère, c'est spécial et elle peut se manifester. Voilà. Et alors, dans les traditions, on parle de possession assez facilement. On dit il y a un esprit qu'elle possède. Oui, oui. Et Mais je voilà. vais en parler. Je vais en Oui, parler parce qu'il en parle, lui. oui. إذا باختصار يقول في الحقيقة نحن مكونون من شقيقين أخوين شقيقين توأمين متحدين أو مجموعين
الإنسان اليمين، أي الجهة اليمين من المرء، الجهة اليمنى والجهة اليسرى. وغالبا ما يكون الإنسان على الشمال، الجهة اليسرى، يضحى به على حساب الجهة اليمنى، لأن الجهة اليسرى هي الجهة العاطفية، القلب هو في الجهة اليسرى. الأساس هو أن نوحد أو نوازن بالأحرى هذين الجانبين، وليس هذا بالأمر السهل. وتحدث عن أساسا بعض الأمثلة في علم النفس، هذه المرأة التي كانت كل ساعتين عندها شخصية، مثلا شخصية عنيفة، وبعد ساعتين تعتذر وتبكي على ما فعلته، واكتشفوا أنها لذلك علاقة بالمنخار المفتوح والمنخار المقفل. عندما يختلف هذا المنخار بين الأيمن والأيسر تنقلب شخصيتها من شخصية عنيفة إلى شخصية عطوفة باكية، والعكس بالعكس. J'arrive là à ce qu'il dit que ce que l'on nomme communément la malchance est généralement le fait non d'un hasard malheureux, non d'une intervention extérieure, occulte, comme on a tendance à le penser, mais à l'hostilité constante d'une personnalité seconde ennemie. Mais celle-ci n'étant pas démasquée, il arrive que pour tout le monde, sinon pour soi, on est l'artisan de son propre malheur. Donc, là, c'est important et c'est bien de discuter. Il dit que même la malchance, ce n'est pas l'effet d'une mauvaise chance, mais plutôt d'un travail d'une personnalité seconde. Jusqu'à quel point tu es d'accord et qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben là, on est dans la question du karma. Hein. Il y a une histoire de Nasruddin qui est intéressante là-dessus. Il y a Sadreddine qui écoute là. Et Nasruddin, il était très pauvre et il a été dans un hammam de luxe. Et donc, le garçon qui faisait le massage se dit, Nasruddin, il va pas me donner de pourboire. Et donc, il a expédié le massage très vite. C'était vraiment symbolique. Et là, le Nasruddin lui donne un pourboire, une pièce d'or. Alors, il est tout surpris, heureusement surpris, et il n'en revient pas. Et plusieurs jours plus tard, Nasruddin revient. Et alors là, il se dit, ben, je lui avais fait un massage minable et puis il m'a donné comme pourboire une pièce d'or. Donc là, je vais faire le grand truc. Alors, il le masse pendant 1 heure, il met des parfums, etc. Enfin, il fait le grand tralala. Et à la fin, Nasruddin lui donne comme pourboire 1 centime. Et alors là, il est furieux, il dit, mais écoute, la dernière fois, je t'avais fait un petit massage et tu m'as donné une pièce d'or, et maintenant, je te fais un grand massage et tu me donnes 1 centime. Et Nasruddin lui a dit, oui, oui, hein, le pourboire de la première fois, c'était pour maintenant, et le pourboire de maintenant, c'était pour la dernière fois. Ah. Et donc, ça revient à ce que dit Kernel, c'est-à-dire la malchance est apparente. Hein, on prépare les événements qui nous arrivent par des karmas, des attitudes d'esprit, etc. Et ce n'est pas forcément en lien immédiat avec ce qu'on a fait juste avant, mais ça peut avoir des causes plus profondes. Hein. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas honnête, il peut avoir une culpabilité qui fait qu'il n'aura pas l'attention sur la route et qu'il fera un accident. Voilà, hein, parce qu'il pense qu'à ses mensonges, etc. Hein, ou quelqu'un qui est sensuel, ben, il pourra avoir des problèmes, il attrapera des maladies vénériennes ou alors le diabète s'il mange tout le temps, voilà, etc. Hein, il y a des karmas comme ça qui viennent d'une personnalité qu'on n'a pas reconnue, qu'on n'a pas maîtrisée et qui ensuite nous crée des ennuis. D'une personnalité, c'est-à-dire de quelque chose intérieur, ce karma vient?
Ben oui, hein, il y a des gens qui savent très bien qu'ils sont alcooliques. Par exemple, l'alcoolisme, c'est aussi, ça peut être interprété comme une personnalité, voilà, d'avidité sans frein. Et à ce moment-là, ben, ça, si on la reconnaît pas en tant que telle et puis on la maîtrise pas, à ce moment-là, on se crée notre malheur. Voilà, donc l'alcoolisme et les intoxications, c'est extrême. Alors, est-ce qu'il faut interpréter ça comme des personnalités ou autre chose? Mais je trouve que les sous-personnalités, c'est assez pratique et ça donne une grille de lecture. Bon, beaucoup d'écoles de psychologie donnent des grilles de lecture et elles ont chacune leur intérêt. Donc, voilà. Mais Mais il ne faut pas en faire des dogmes. oui, Jacques, mais tu viens de parler un peu de la colère. Et est-ce que pendant la colère, en quelque sorte, on sort une autre personnalité? Ben oui, c'est ça. Et alors, si on développe l'humour, on peut voir la personne en colère comme un clown, voilà, qui joue la colère. Et à ce moment-là, ça permet de désamorcer la colère. Voilà. Donc, voir qu'on a des clowns qui jouent différents types de rôles, un peu comme dans le théâtre vénitien, la Commedia dell'arte. Et donc, on a des sous-personnalités qui font leurs petits numéros parce que la colère, elle veut avoir raison. La personnalité sensuelle, elle veut être satisfaite. La personnalité dépressive, elle veut être plainte. Et c'est des formes de clown, hein. Et quand on voit ça, à ce moment-là, ça donne une distance et on développe une sagesse. Mais là, lui, la malchance, toute la malchance, il la rend à une autre personnalité ou une personnalité seconde, alors que toi, tu parles du karma. Ben, c'est pareil, hein, là, quelque part, parce que une personnalité seconde, ça nous fait faire des tas de bêtises et donc ça crée un karma Hmm, spécifique. hmm, Donc c'est lié. أوكي. إذا هنا يقول ما نسميه سوء الحظ هو عموما ليس كما يقال صدفة أو ما يحصل على سبيل الصدفة أو من سوء الحظ أو من الحظ العاطل، إنما هو ليس تدخلا خارجيا بل عمل شخصية آه، ثانوية في الإنسان نفسه. وهذه الشخصية إذا لم يحسر اللسان عنها، يذال، يكشف القناع، يبقى تبقى عملها قويا. Il y a une chose importante dans ce qu'il dit, Jacques. Il dit que celle-ci, le travail de la personnalité seconde, s'il n'est pas démasqué, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Donc, Oui, oui, et comment... donc on en voit dans les couples, hein, quand l'un se met en trop colère, l'autre lui dit t'es une autre personne et ça fait du mal. Voilà, hein. Donc Qu'est-ce là, que tu pour veux la dire? colère, c'est évident, mais il y a d'autres types de personnalités. La personnalité d'enfant pleurnichard, ça peut gâcher la vie à l'entourage, hein, bien sûr. Hmm. Oui, mais Alors, si on voit comme ça, comme un masque, comme un rôle, ça veut dire qu'on n'est pas son masque, on a notre visage sous le masque. Et là, c'est le début de la sagesse. hmm. Mais si on est identifié à son masque, on tourne en rond. إذا هذا القناع إذا حددنا أو إذا ماهينا أنفسنا مع هذا القناع، نكون ندور في حلقة مفرغة ولا نهاية هذه المعاناة. Donc, cette identification avec le masque, c'est le cas le plus souvent sur lequel on tombe. Et, Oui, 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 hein, si on n'a pas fait de travail sur soi-même, on est identifié à ces états émotionnels. Et du coup, c'est là que on fait des tas d'erreurs et les guerres, les violences, etc. Ça vient de cette identification. Donc, il faut prendre ça très au sérieux. إذا يقول إن
إذا لم نكن قادرين على أن ننزع هذا القناع وعلى أن لا نتماهى مع هذا القناع ندخل في حلقة مفرغة. هذه هي أسباب الحروب وهذه هي أسباب الكثير من الكوارث. Incapables de se défendre elles-mêmes, les victimes de ces machinations infernales ont souvent l'impression, qui devient vite une certitude, qu'elles sont envoûtées, voilà ce dont tu parles, par une puissance du mal humaine ou surnaturelle. Donc, voilà l'impression qu'on est possédé, en quelque sorte. Je reprends, incapable de se défendre elles-mêmes, les victimes de ces machinations infernales ont souvent l'impression, qui devient vite une certitude, qu'elles sont envoûtées. Donc, Jacques, c'est que cette impression d'être possédé est un signe de faiblesse, en quelque sorte. Ben oui, un yogi doit maîtriser les choses et donc ce que dit clairement Swami Vivekananda, c'est que toutes nos expériences, elles viennent du fond de nous-mêmes. Il n'y a pas d'expériences qui viennent de l'extérieur. Donc cette notion de possession, déjà le fait même de dire qu'on est possédé, c'est qu'on est déjà dans une défaite par rapport à soi-même. Voilà. Mais après, comment gérer quand quelqu'un a vraiment cette impression d'être possédé? Eh bien, la solution que donnait Vivekananda, c'est de ne pas établir de lutte avec l'entité qui est censée nous posséder et être indifférente vis-à-vis Et d'elle, ne pas parce que ce qu'on établir, cherche et tu reprends s'il te de plaît, lutte, qu'est-ce qu'il disait? de combat, ne pas Hein? établir de combat contre l'entité qui cherche à nous posséder, parce que si on établit un combat, ça devient, on lui donne plus de réalité encore. C'est comme avec un adolescent, si on lui répond directement, il se braque et ça donne une grande crise. Et donc, souvent, mieux vaut laisser passer. Donc, il y a une entité qui, semble-t-il, cherche à nous posséder. Eh bien, on n'y réagit pas. Et à ce moment-là, probablement, le problème passera comme du beurre sur la toile cirée. Jacques, quand tu dis qu'il y a une entité qui semble nous posséder, donc il y a quelque chose de l'extérieur de nous qui semble nous C'est posséder. ce qu'on croit. Et si on veut lutter contre cette entité, eh ben, on risque d'augmenter une paranoïa, moi qui suis bon contre l'entité qui est mauvaise, et ça risque de fixer le problème, le figer. Hein. Et la paranoïa, c'est beaucoup une fixation ou un figement dans une attitude de combat entre deux entités, l'une qui croit être lumineuse et l'autre qui est décrite comme obscure. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce système. Ça, c'est très important. Et Et Vijayanda Jacques, le disait bien. pratiquement, pour prendre un exemple pratique, si une mauvaise idée nous vient et elle insiste comme si, clinging, on dit en anglais, Oui, elle s'accroche. Elle elle s'accroche, s'accroche. oui. Et on n'arrive pas, on est obsédé par cette idée. Par exemple, de faire du mal à quelqu'un, de nuire à X ou Y. Et on est obsédé par cette idée. Donc, pratiquement, qu'est-ce que tu conseilles faire dans ce cas? Eh bien, c'est un cas d'une loi générale hein, du mental qui est la fixation. Le Bouddha parlait de Graya, c'est la fixation. Et les sous-personnalités qui nous possèdent par moment parce qu'elles dictent notre comportement, c'est des cas particuliers de fixation, de coagulation. Et donc, ben, il y a des méthodes pour s'en défaire. Je trouve que le mouvement des yeux, style EMDR, qui font aussi beaucoup dans la danse indienne, est quelque chose de très puissant quand on voit voir ces sous-personnalités comme des sortes de fixations, un peu comme un caillot ou un grumeau, et touiller notre monde intérieur au niveau musculaire et sens de l'équilibre grâce au mouvement des yeux. Ça peut être une solution à la fois d'urgence et à long terme. Voilà. Sinon, se relaxer. Quand on se relaxe, l'entité qui est supposée nous posséder n'a plus de prise. Hein, c'est un peu comme imaginez les griffes d'un aigle dans l'eau, il n'a pas de prise et donc elles ne peuvent rien faire. Mais s'il y a une prise, l'aigle peut emporter le petit animal dans les airs et le manger. Mais si c'est dans l'eau, les griffes de l'aigle sont dans l'eau, à ce moment-là, il n'y aura pas de prise. Et donc, pour être précis, est-ce qu'on peut dire que scientifiquement et psychologiquement,
il n'y a pas un phénomène de possession, c'est une pure imagination, cette possession dont on parle. Alors, oui et non, hein, parce qu'on est dans le domaine du psychisme, et donc si on croit à quelque chose, ça a quand même une réalité. Voilà, donc il faut sortir du truc, soit c'est réel, soit c'est pas réel. Au fait, dans le psychisme, il y a des réalités intermédiaires, hein, et les dictateurs qui tuent des millions de gens, ils ont ça peut être tout à fait raisonnable de dire qu'ils sont possédés et on voit les résultats que ça donne. Voilà. Alors après, on peut exprimer ça différemment. On dit c'est leur méchanceté qui s'exprime directement. C'est une question après d'étiquette diagnostique, mais il y a un problème de toute façon et on voit le problème au résultat que ça donne parce qu'ils ont tué des millions de personnes. Voilà, donc après, il peut y avoir différentes interprétations et l'important, c'est de pouvoir qu'on croit que ce soit une possession ou alors que ce soit une impulsion ou que ce soit une obsession, ou que ce soit une fixation. L'important est de résoudre le problème. Oui, mais donc, euh, pour être précis, Jacques, est-ce que toi, tu es pour ou contre l'exorcisme? Donc, Oui, justement, ben, j'y pensais et je pense que l'exercice, c'est qui tout double. Hein, c'est-à-dire, si on croit et on fait croire au patient qu'il est possédé par un démon et qu'on réussit à le libérer avec l'exorcisme, je dirais tant mieux. Hein, et ça fait comme un type de thérapie. Hein, chaque thérapie a sa grille de lecture et fait des choses pour libérer les gens. Et des fois, ça marche. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien à dire. Il a fait un diagnostic, il a fait une thérapie, ça a marché et tant mieux. Mais le problème, c'est que si on fait ce diagnostic d'exorcisme et qu'on ne réussit pas à le résoudre, après, le problème reste avec son démon, la conviction qu'il est possédé par un démon, et ça, c'est pas faire de bien à la personne. Hein, c'est un peu comme les psychiatres qui font des diagnostics graves, mais ensuite ne réussissent pas à guérir. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de dire autre chose, quoi, plutôt que donner un diagnostic grave. C'est vrai, quand on est psychiatre, on se dit il faut être objectif. Il y a un diagnostic qui est probable, et donc je le dis pour secouer la personne et qu'elle fasse une thérapie. C'est une manière de voir, mais une autre manière de voir, c'est que même les diagnostics eux-mêmes sont changements. On peut avoir à un certain moment des réactions psychotiques, des réactions hystériques, des réactions obsessionnelles, puis ensuite être tout différent. Et donc, il ne faut pas figer les choses avec des diagnostics trop rigides. mais là, il donne un exemple, lui, Kenneth, l'hypnotisme. Il dit que si l'hypnotiseur va dire à son client ou bien son patient, voilà, je vais te dire que tu as chaud ou qu'il fait chaud, ben, il ne va pas avoir chaud. Mais s'il lui dit, voilà, tu as chaud et tu suffoques de la chaleur, donc s'il lui fait croire en quelque sorte de ça, il va complètement être persuadé. Donc, Oui, c'est ça. Alors après, bon, ça dure pas indéfiniment, les suggestions hypnotiques, ça peut être spectaculaire, mais ça dure pas indéfiniment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se fait constamment de l'auto-hypnose. La pensée négative comme la pensée positive, ce sont deux formes d'auto-hypnose à des effets positifs, opposés. Et donc, la méditation est là pour ça, hein, pour se défaire des auto-hypnoses diverses et variées, négatives ou positives, qu'on se fait constamment, les prendre en conscience et aller plutôt dans le sens d'une concentration positive. Ça ne me gêne pas d'appeler cette concentration positive auto-hypnose. Et c'est ce que le Bouddha appelle shamatha. Et dans yoga, ben, c'est la série dharana, dhyana, samadhi, où on se concentre sur quelque chose de positif et donc c'est sur des auto-hypnoses positives qui remplacent les auto-hypnoses négatives habituelles. Si on arrête des gens dans la rue et qu'on leur demande à quoi vous pensez, on leur pose deux questions. Est-ce que vous êtes dans le présent et est-ce que vous pensez à quelque chose de positif ou négatif? 80% des gens répondent qu'ils ne sont pas dans le présent et qu'ils pensent à quelque chose de négatif. Donc là, c'est une auto-hypnose, c'est une sous-personnalité qui cherche le négatif et qui se complaît dedans. On peut donner ces éléments diagnostiques, quoi, tout à donc fait tu es en train de dire, raisonnablement. Jacques, qu'on est toujours en train de s'auto-hypnoser en quelque sorte. Hypnotisé, oui. Hein? Oui, oui. Et, mais l'important, c'est que ce soit positif et qu'on en soit conscient. Swami Vivekananda, il disait, on ne peut pas empêcher le mental d'interpréter, mais au moins l'amener à ce qu'il interprète de façon positive. Et ça, c'est toute la question de la providence ou de la grâce divine.
qui permet d'interpréter tous les éléments de la vie qui sont des mélanges a priori de choses douloureuses ou agréables, de les interpréter de façon positive pour notre progrès spirituel. Et c'est tout ce grand chapitre du bouddhisme tibétain, l'entraînement de l'esprit, ce qu'ils appellent le Lojong. Ça revient à ça, donc interpréter ce qui nous arrive pour en faire quelque chose de positif. Et donc, on sort d'une hypnose négative qui est l'hypnose la plus courante. Alors, on utilise une hypnose positive pour défaire l'hypnose négative, puis ensuite, on se débarrasse des deux et on est dans une conscience tranquille. Et là, on ne cherche plus à modifier quoi que ce soit. Et donc, ça, c'est l'état de la méditation védantique ou vipassana, où on ne cherche Et, plus et- à modifier, au moins, on ne cherche pas à modifier directement les choses. et- Et ça donne une grande relaxation. Jacques, mais ce jeu avec la personnalité seconde, c'est toute une vie. On passe toute une vie à ce jeu, à lutter, pas lutter, peut-être à avoir toujours euh, cette, euh, cette résistance ou bien une litige entre nous Oui, oui, oui. et nos Oui, personnalités secondes. Donc, oui, oui. à ton avis, quoi faire du point de vue psychologie spirituelle avec ces personnalités secondes qui vont à l'encontre de nous et à l'encontre de ce qu'on veut faire? Jacques, Jacques, on n'entend pas. Oui, j'accueillais des gens qui arrivent, hein. Donc, oui, donc c'est le travail à faire avec les personnalités multiples, c'est déjà les reconnaître et puis ensuite se défixer, comprendre qu'elles sont pas permanentes, qu'elles changent comme des acteurs dans une sorte de. Ça me fait penser à ces horloges qui sont dans les pays du Nord. Dans les beffrois des communes, ils ont des horloges avec des personnages qui apparaissent à chaque heure et puis qui Mm. disparaissent, qui font des sons. Et bon, c'est ça, les personnalités multiples. Ça apparaît et ça disparaît. Et donc, le grand travail à faire, c'est de fluidifier ces personnalités multiples. Il ne s'agit pas de les dénier puisqu'elles sont là quand on a une personnalité d'enfant pleurnichard en nous, on a une personnalité de père dictateur en colère, on a une personnalité de jaloux, une personnalité d'avide, une personnalité de sensuel, etc. Et il ne faut pas les dénier, mais comprendre qu'elles ne sont pas permanentes. Déjà, elles changent d'un instant sur l'autre. Elles peuvent changer. Il y en a une qui vient en premier plan, l'autre qui disparaît, semble disparaître, mais elle est toujours là. Et donc, c'est un travail à faire sur l'impermanence de ces personnalités. Et à ce moment-là, on prend une distance et on développe une sagesse. Et j'avais demandé au professeur de la Meilleure, qui est professeur de psychiatrie adulte à Caen, mais qui en plus fait la méditation surtout tibétaine et un petit peu pleine conscience depuis 25 ans. Qu'est-ce que ça lui a apporté en tant que professeur de psychiatrie de CHU en face de ses patients, cette méditation bouddhiste? Et il a répondu que ça lui a apporté la notion de l'impermanence des symptômes. Et donc, ça fait partie intégrante de sa thérapie de dire, d'accord, pour l'instant, vous avez des symptômes psychotiques, des symptômes obsessionnels, des symptômes hystériques, mais vous n'êtes pas fondamentalement psychotique, obsessionnel ou hystérique, vous ne l'étiez pas avant, et après, vous ne le serez plus. Et ça, c'est un bon argument thérapeutique. Sinon, les gens ont une crise et croient que ça va durer tout le temps. Hein, les gens dépressifs, ils sont tristes et croient que ça va durer tout le temps, et à cause de ça, ils s'enferment et leur dépression se chronicise. Ou alors les gens maniaques qui sont excités et croient qu'ils vont être tout le temps excités. Et ça, à ce moment-là, ça favorise la chronicisation du groupe, de la chronicisation du trouble. Mais s'ils se concentrent sur le fait que c'est pas permanent, à ce moment-là, ils sont déjà à moitié guéris. Ben, je crois que c'est déjà l'idée de conclusion chez Kernez. Il dit les personnalités secondes ne sont pas invincibles. Loin de là. Elles ne font qu'abuser de notre faiblesse. Faiblesse
qui a généralement été provoqué par un choc moral ou plusieurs chocs. En elles-mêmes, elles sont faibles et même le plus souvent plus faibles que nous. Euh, donc, voilà une importance dans le traitement vis-à-vis des personnalités secondes, de les démasquer. Et là, je reprends l'exemple qu'on a donné autrefois et dont Tenzin Palmo, déjà, elle en parle quand elle dit I know you, Mara. Donc, connaître cette personnalité seconde Je vous connais, nocive Marin, ça veut et dire la le démon. démasquer, c'est déjà la rendre beaucoup plus faible. Un. Deux, être conscient que ces personnalités secondes sont changeantes, elles ne sont pas permanentes et elles sont beaucoup plus faibles que notre propre personnalité de base. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, Jacques, pour conclure avec ce sujet? Oui, c'est juste hein, donc travailler sur cette impermanence de ces personnalités et développer un sens de l'humour. Hein, comme on regarde la Commedia dell'arte ou le Guignol, hein, il y a le gendarme qui arrive, il y a Guignol qui s'enfuit. Et si on voit notre monde intérieur comme ça, c'est intéressant. Et souvent, et donc j'ai vu ça en Hermitage aussi, quand on est longtemps seul, on voit qu'il y a deux pôles et il faut réussir à en mettre trois. Hein, on a tendance à se faire des reproches, et ça, c'est très connu maintenant en psychologie, on parle tout le temps du harcèlement, mais le plus grand harceleur, c'est nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Hein, on se fait plein de reproches, et donc c'est comme s'il y avait une personnalité au-dessus en nous, sadique, qui persécute une personnalité masochiste. Ou alors on pourrait dire, c'est comme un grand frère de 5 ans qui tire les nattes de sa petite sœur de 3 ans. Et donc, quand on est uniquement dans l'opposition grand frère, petite sœur, on souffre. Mais si on introduit la place de la mère, qui réussit à voir ça de l'extérieur, un sourire, parce qu'elle ne prend pas trop au sérieux ses disputes d'enfants, et elle réussit à les calmer, à ce moment-là, on s'apaise. Donc, pour éviter le harcèlement intérieur, voir la double personnalité, le début de schizophrénie, mais aussi la souffrance simplement d'être violent envers soi-même, ce qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense, à ce moment-là, il faut développer le regard de la mère par Ben rapport justement, là, au grand frère et à la petite sœur intérieure. je crois que Keynes parle d'une chose pareille quand il parle de dialoguer avec nos personnalités secondes, de les intégrer et C'est de ça, dialoguer avec nos... dialoguer de façon bienveillante, pas pour rajouter une condamnation ou de nouveau hein, une violence intérieure, mais comme la mère qui dit elle aime bien ses deux enfants, donc elle les calme quand ils se disputent très fort. Donc, إذا كخلاصة لما قلنا، الأساس أن هذه الشخصيات الثانوية ليست كما نعتقد وكما نتوهم بالفعل قوية لدرجة أنها لا تغلب، وإنما على عكس ذلك تماما وخلافا لذلك، هذه الشخصيات الثانوية هي بالأحرى تعمل وتستغل ضعفنا، وهذا الضعف الذي هو نتيجة صدمة أو نتيجة مجموعة صدمات نفسية تستغلها هذه الشخصيات الثانوية التي هي في داخلنا. إذن الخطوة الأولى أن نحسر اللسان، أن نكشف الحجاب والقناع عن هذه الشخصية أو هذه الشخصيات الثانوية. الخطوة الثانية أن نكون واعين أن هذه الشخصيات الثانوية ليست دائمة، وهي متغيرة، وهي أيضا لا تطول إقامتها أو لا تطول بالأحرى سيطرتها علينا، وأنها أضعف من شخصيتنا الأساسية، وبالتالي
عندما نكون على بينة من ذلك من ضعف هذه الشخصيات الثانوية، وعندما أيضا نستطيع أن نميزها ونعرفها تسقط تهوى قوتها، وبالتالي نستطيع أن نتغلب عليها بسهولة أكبر. Voilà, je crois, Jacques, si tu as un mot de conclusion pour ce sujet assez intéressant de personnalité seconde, et puis si on peut s'y inspirer pour faire une méditation guidée qu'on enchaînera sur ce débat assez important et intéressant qu'on a eu. Jacques? Donc, cette question des personnalités multiples, ça doit être une porte d'entrée dans une démarche spirituelle qui est centrée sur désagréger l'ego pour remplacer un fonctionnement fondé sur l'ego par un fonctionnement fondé sur la justesse, la cohérence. Dharma, ça veut dire justesse, cohérence. Et donc, quand on fonctionne en se référant constamment à la justesse à la place de se référer constamment à l'ego comme le font les gens ordinaires, à ce moment-là, on progresse vraiment. Mais pour défaire cet ego, ce n'est pas si facile, et s'apercevoir qu'au fait, on n'a pas un ego, mais qu'on a l'ego du manipulateur pervers, on a l'ego de l'enfant pleurnichard, on a l'ego de la personne soumise, on a l'ego du jaloux, l'ego du goinfre, etc. On a toutes sortes d'ego. À ce moment-là, ça désolidifie l'ego, et c'est le début de la sagesse, le début du chemin vers la sagesse. On rentre dans un courant qui mène à la sagesse. إذا الخلاصة أن مسألة هذه الشخصيات الثانوية الجد مهمة في علم النفس عموما، ولا سيما في علم النفس الروحي، جد مهمة لتفكيك الإيجو، لأن هذه الشخصيات الثانوية هي تتقنع أو هي أقنعة لهذا الإيجو، لهذا الأنا. إذن هناك أنواع عديدة من الأنا وليس أنا واحد، يعني الأنا الغضب، أنا السخرية، أنا السخط. نحن في شخصيتنا مجموعة كبيرة من الأنا، وهذه المعرفة للشخصيات الثانوية قادرة أن تساعدنا على تفكيك هذه الأنماط المتعددة من الأنا، وبالتالي أن نعيد توحيد شخصيتنا الروحية، وهذا هو الأساس. Voilà, donc on termine déjà ce débat pour passer à la deuxième partie de notre leçon aujourd'hui, avec une méditation guidée par Dr. Jacques Vigne. Ici, on peut être inspiré par ce sujet assez intéressant déjà abordé.